Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s'intéresser au cloud et c'est un euphémisme que de dire cela. En effet, de très nombreuses organisations choisissent d'abord de très nombreux acteurs maintenant pour leur stratégie cloud et puis elles sont également de plus en plus nombreuses à choisir des stratégies de cloud hybride. Donc de s'appuyer d'une part sur le public et également sur du privé. Nous aurons le plaisir d'aborder toutes ces problématiques avec nos deux intervenants du jour. Et je vais commencer par celui qui est avec moi en studio, Damien Écroard. Vous êtes responsable projet innovant chez Soluceo. Damien, bonjour. Bonjour Thomas. Et puis nous recevrons un tout petit peu plus tard dans l'émission Cyril Abraham, responsable informatique du groupe Dego. Cyril, bonjour. Je vais commencer d'abord par vous, Damien. Alors, je le disais très rapidement, il y a un intérêt marqué des entreprises pour le cloud computing. On sait qu'avec la crise, alors la crise n'a pas tout démarré bien sûr, mais on sait que la crise a été un facteur d'accélération. Beaucoup d'entreprises se sont appuyées sur le cloud et continuent à s'appuyer sur le cloud pour moderniser leur infrastructure. Quelles sont les raisons qui, selon vous, peuvent expliquer une telle accélération ? C'est une bonne question et effectivement, vous avez bien résumé la situation. On avait déjà constaté en début d'année 2020 une adoption forte sur le cloud. Pourquoi ? Pour renouveler les équipements existants, une situation historique des infrastructures chez les clients traditionnels, et puis aussi une adoption qui venait petit à petit des acteurs du cloud public. Contexte sanitaire oblige, on a eu une très forte adoption de la partie collaboration. Oui. On a tous pu vivre avec Teams, beaucoup de bascules exactement, sur les Zoom, tout ce qui était aspect collaboratif qui a nécessité une mise en place de cloud public vraiment à grande échelle. Et un autre pan aussi qui était moins visible de la part de tous, c'était les aspects applications métiers qui ont dû être ouvertes sur l'extérieur et qui ont nécessité des fois des bascules vers un cloud public très rapidement. Avec tous les problèmes de sécurité que ça peut poser, qu'on peut imaginer. Complètement. Donc, peut-être une chose à marche forcée, donc les entreprises ont été obligées de réagir rapidement pour assurer la pérennité de l'entreprise, pour assurer aussi quelque part leur résilience, de pouvoir toujours maintenir une activité, rendre un service aussi à un client, alors que ce client soit un utilisateur interne ou un client final, suivant l'activité de l'entreprise. Et cette adoption a été faite un peu en marche forcée. On aurait pu se dire que, passé cette crise sanitaire qui est toujours présente, mais sur laquelle on est passé plutôt dans un mode classique actuellement, on aurait pu penser que les choses allaient se tasser. Au contraire, on a vu un souhait de la plupart des entreprises vraiment d'accélérer cette migration vers le cloud hybride, alors qui n'est pas exactement du cloud public ou du multi-cloud, on reviendra dessus juste après, mais d'aller vraiment sur cette notion de cloud hybride pour développer l'activité de l'entreprise et rester compétitif à ce niveau-là. D'accord. Justement, le multi-cloud, on y arrive tout de suite. Je le disais, ça s'impose de plus en plus d'entreprises. On sait que les entreprises aujourd'hui aiment bien choisir non pas un, mais plusieurs acteurs, notamment pour éviter le lock-in ou d'être bloqué, notamment avec un seul acteur. Ça, c'est une des raisons qui l'explique, c'est pas la seule, on y reviendra. Est-ce qu'on peut s'arrêter justement sur cette diversité d'acteurs qui est sur le marché et peut-être pourquoi aujourd'hui les entreprises auront plutôt tendance à peut-être en prioriser un par rapport à l'autre? Qu'est-ce qui peut induire des choix qu'est-ce qui peut induire les choix des entreprises en la matière? Alors, effectivement, on va avoir une multitude d'acteurs maintenant sur le cloud, alors surtout sur le cloud public. Des acteurs que l'on connaît historiques, alors on peut en citer quelques-uns ici rapidement. On va avoir les acteurs comme Microsoft avec cette partie Azure, Google, pourquoi pas aussi Amazon, et d'autres acteurs qui sont un peu moins visibles, des acteurs de l'extérieur, d'autres pays. Donc ce qui va définir le choix stratégique de tel ou tel acteur public du cloud, ça va être soit des contraintes budgétaires, parce que c'est une réalité, soit des contraintes, ce que vous disiez, de sécurité, de souveraineté aussi. Peut-être qu'un acteur va plutôt aller sur tel ou tel acteur du cloud public pour des raisons de confidentialité, de maîtrise aussi des environnements. Oui, le Patriot Act, on sait que c'est encore quelque chose qui pèse lourd dans le choix des entreprises vis-à-vis des acteurs de cloud qu'elles choisissent. Complètement, ça pèse lourd et c'est une réalité aussi maintenant pour beaucoup de structures au quotidien. C'est-à-dire, toutes ces structures ont aussi des relations avec soit des clients finaux, soit une relation contractuelle avec d'autres structures. Et dans ces relations contractuelles, souvent est abordé ces sujets de confidentialité, souveraineté, localisation de la donnée. D'accord. Donc, ce qui peut faire ce choix va être d'abord un choix de raisons économiques, un choix de raisons aussi techniques. L'adoption, comment se fait-elle? Par qui elle est portée cette adoption? Et puis, je reviens vraiment sur ce premier sujet d'adoption, ça va être aussi la notion d'adhérence. Est-ce que je vais m'engager dans tel acteur, puisque j'ai la maîtrise technique et le savoir-faire en interne pour aller sur tel acteur du cloud public? Donc là, on va parler d'un acteur principal du cloud.
Ou alors, est-ce que je vais aller aussi sur plusieurs acteurs du cloud public? Et c'est là où la notion de multi-cloud prend vraiment tout son sens. Le multi-cloud, on est vraiment sur une application qui peut être publiée sur plusieurs acteurs du cloud public. D'accord. Est-ce qu'on peut dire également un mot sur la conteneurisation? Parce que c'est vrai que c'est une technologie qui a le vent en poupe. Oui. Alors, on en parle, elle n'est pas forcément corrélée avec le cloud, elle en déduit pas forcément, mais est-ce qu'on peut dire un mot justement? Est-ce qu'on peut parler, parce qu'il y a une vraie... il y a un vrai élan des entreprises vis-à-vis de la containerisation. Alors, Kubernetes, on va peut-être en parler, mais... Oui. Alors après, il y a vraiment des acteurs nommés par rapport à ces technologies de conteneurs. Le conteneur, il faut bien voir une chose, c'est que le conteneur a une philosophie d'avoir une durée de vie très faible. C'est-à-dire qu'on va créer un environnement, une application, qui va être publiée à tel ou tel endroit. Et c'est l'avantage du conteneur, c'est que ce conteneur peut être chez tel acteur ou chez tel acteur, ou un autre acteur. Il peut être aussi en interne ou en externe, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise d'être dans ce qu'on appelle un cloud privé, voilà, ou dans un cloud public, ce qu'on a vu. Et c'est là où la notion de cloud hybride prend tout son sens. Et cette notion de conteneur est vraiment quelque chose de très présent actuellement. Dans la réalité des faits, lorsqu'on regarde un peu par rapport à nos différents retours d'expérience, on a beaucoup souhaité des équipes métiers et de développement d'aller vers ces technologies-là. Dans la réalité, il y a encore une adoption et une évangélisation à faire auprès aussi des équipes, des DSI, pour assurer, ce que vous disiez, la sécurité, la disponibilité et la protection de ces environnements. Parce que c'est un mécanisme qui n'est pas forcément naturel et dans l'ADN, on va dire, d'un conteneur qui n'a qu'une durée de vie très faible au regard de la sécurité à mettre en place juste à côté. D'accord. Il y a Cyril Abraham qui nous a rejoint. Cyril, bonjour. 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 Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes responsable informatique du groupe DeGo. Alors, on a commencé cette discussion en vous attendant avec Damien. On a posé plutôt le contexte autour du multi-cloud. Là, on vient effectivement d'évoquer la question de la conteneurisation. Avant peut-être d'évoquer ces questions-là avec vous, il serait intéressant, je pense, de savoir comment vous travaillez aujourd'hui, vous, avec les métiers. Comment est-ce que, dans un contexte comme celui qu'on connaît, où il y a besoin d'adaptation rapide du SI, où on a besoin de mettre en place très rapidement soit des dispositifs, soit des applications, soit de faire évoluer les solutions métiers. À quel point vous travaillez sur ces questions avec les métiers aujourd'hui? Alors les métiers sont au cœur de mon travail. C'est d'ailleurs ce besoin de proximité qui justifie pour le groupe DeGo d'avoir son propre service informatique, parce que c'est des choses qui se délèguent de plus en plus souvent, je crois. Mais là, non, on a justement le fait d'avoir d'être un service informatique indépendant en interne du groupe DeGo, ça permet d'être très proche des métiers et c'est comme ça que je justifie l'existence de ce service en étant proche d'eux. Voilà. Donc c'est vrai que sur les projets, on les sollicite, on connaît les gens, on connaît leur métier, on réunit différents métiers au groupe DeGo. Donc on sait tout de suite vers quoi se diriger, après avec qui collaborer pour définir des besoins très précisément en fonction des métiers. À quel point vous associez les métiers à vos décisions en matière d'IT? Je précise mon propos. On a eu l'occasion ici d'accueillir le groupe Se Loger il y a quelques mois, et le groupe Se Loger disait qu'ils avaient effectivement choisi de se tourner vers du AWS, et que ce choix-là avait été poussé par les équipes de développeurs. Et c'est les équipes de développeurs, et notamment également les équipes data, qui voulaient absolument travailler avec AWS, parce que manifestement, alors les questions d'adhérence que vous aviez évoquées, Damien, peut-être que c'est ça qu'ils cherchaient, ou peut-être qu'ils cherchaient un peu plus de réactivité, ainsi de suite. En tout cas, c'est ce choix-là qui a été fait, et c'est les métiers, donc développeurs et équipes data, qui ont poussé en ce sens. Comment est-ce que vous travaillez avec les métiers, et jusqu'à quel point, justement, sur des choix technologiques ou sur des choix de fournisseurs, eh bien, les métiers ont leur mot à dire, et jusqu'à quel point ils vont influencer vos choix finaux? Eh bien, on discute avec les métiers, ils ont des degrés d'exigence, est-ce qu'on peut les fournir ou pas? Chaque cas s'étudie. Je comprends la situation du groupe Se Loger. Nous, on n'a pas de service de développement, on ne fournit pas d'application à nos clients. Par contre, on est client, nous, d'applications. Donc, on a des contrats avec certaines applications. Je vais prendre un besoin, pas par hasard, mais on a un système de gestion de ressources humaines qu'on achète auprès d'un éditeur. Et
dans ce scénario-là, c'est eux se loger. C'est-à-dire que eux, ils ont des besoins, sans doute que du cloud comme AWS leur apporte beaucoup de souplesse, de réactivité, des choses qu'ils ne peuvent pas avoir dans une infra en interne, parce qu'il y a une économie d'échelle sur ces infras, d'après ce que j'en comprends. Et du coup, ce partenaire, cet éditeur, nous propose aujourd'hui de passer sur la solution qu'on a déjà, mais au lieu de l'héberger nous-mêmes en interne, il nous propose de nous la fournir en service cloud. Et ça, typiquement, nous, ça va nous enlever une épine du pied pour cette application-là. Je sais qu'on n'est pas satisfait des performances de la solution qu'on héberge nous en interne et qui nous ont mis en place sur un serveur. Je suis complètement ouvert à la solution cloud dans ce cas-là. On a beaucoup d'autres cas où on préfère héberger nous-mêmes notre infrastructure. Voilà. Ce sont deux cas intéressants là qu'on a évoqués. Enfin, je parlais de se loger. Il y a le cas que Cyril vient d'évoquer également. Damien, comment est-ce qu'on construit une voie médiane entre, d'une part, les besoins exprimés par les métiers, on l'a vu là avec l'exemple très concret qu'a évoqué Cyril. Comment est-ce qu'on construit une voie vraiment médiane entre les besoins des métiers et les besoins de la DSI, en tout cas les impératifs de la DSI? Les impératifs de la DSI, effectivement, c'est une bonne question dans le sens où ce que l'on a pu constater, si on se repositionne quelques années en arrière, vraiment la DSI piloter, maîtriser tous les aspects d'un cloud, qu'il soit privé ou public, piloter aussi tous les budgets. Les années passant, ce que vous disiez et ce que disait monsieur aussi Abraham, c'est que les métiers sont venus apporter de la valeur à l'entreprise, des demandes, des exigences particulières, et quelque part se sont réappropriés aussi une partie de cette notion budgétaire, dans un budget de fonctionnement. Et l'adoption technologique, on parlait tout à l'heure de conteneurs par exemple, et vient aussi de ces métiers, des équipes de développement, donc qui portent fortement ça. Donc quelque part, on a eu une fracture qui s'est positionnée, alors pas une fracture béante, hein, bien sûr, mais une fracture réelle, quelque part avec des divergences d'opinion et de points de vue, là où une DSI va être très focalisée sur la sécurité, la stabilité, mais également sur des notions de modernisation des applications existantes. Et puis aussi un souhait d'aller vers le cloud, parce que c'est le sens de l'histoire et la DSI porte cette casquette haut et fort, alors que les équipes de développement et les métiers vont plutôt être orientés utilisateurs, alors utilisateurs internes, hein, comme le groupe de Go, ou plutôt utilisateurs externes, comme se loger, et vont venir porter des nouveautés technologiques. Donc l'idée pour nous, en tant que SoluCO, et ce que l'on a pu voir avec les années, et surtout sur ces derniers mois, c'est de trouver un terrain d'entente entre ces deux parties. Quand on regarde, qu'on prend un peu de recul, la DSI, elle a la maîtrise, l'expérience des applications et des terminaux. C'est leur quotidien. Oui. Voilà. Donc un utilisateur qui doit se connecter, lui rendre un usage, favoriser l'usage d'un utilisateur. Les équipes métiers, elles sont focus et orientées expérience utilisateur. Quelque part, qu'est-ce qui est commun à ces deux éléments-là? Ce sont les applications. Donc on voit que c'est vraiment les applications qui portent la migration vers un cloud, qu'il soit public, privé, hybride, multi-cloud. Et c'est vraiment l'élément commun que l'on va retrouver entre ces deux parties qui va favoriser l'émergence d'un point commun sur cette partie de cloud. Un autre point aussi, et que l'on a vu vraiment apparaître ces derniers mois, c'est la notion de sécurité. La DSI pense sécurité, c'est dans son ADN, c'est-à-dire sécuriser les environnements. On parlait en tout début d'échange de la collaboration, avec des outils de collaboration, comment on va sécuriser ces échanges, avec des connexions à distance, comment on va sécuriser ces connexions à distance. Les métiers pensent aussi sécurité, puisque les applications maintenant sont nativement conçues pour être sécurisées. Donc le point commun encore de ces deux entités, c'est la sécurité que l'on peut apporter en faisant le choix de tel ou tel acteur dans le cloud. D'accord. Un mot, Damien, sur la partie d'application que vous avez abordée un instant, j'ai presque failli dire API, mais c'est presque... Oui. J'aurais pu utiliser ce mot-là d'ailleurs. Aujourd'hui, on sait que toutes les applications ne sont pas prêtes, elles n'ont pas été pensées complètement pour basculer sur le cloud. On sait qu'elles ne sont pas toutes prêtes, en tout cas celles qui ont une très forte adhérence au legacy, ce qu'on a dit déjà un peu plus haut, elles ne peuvent pas être déportées sur le cloud. À quel point cela, justement, cet aspect doit être... Alors, c'est un aspect important, mais à quel moment, justement, les entreprises, elles ont plutôt intérêt à le considérer pour que leur stratégie, alors cloud hybride, d'une part, soit réussie, et puis leur stratégie multi-cloud également, si elle se produit,
elle soit également réussie. C'est un point très important dans ce que vous venez de dire, c'est effectivement de ne pas penser que le cloud, que l'application, doit s'adapter au cloud, mais c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que c'est le cloud qui doit s'adapter à l'application. Pour rejoindre ce que vous disiez, nous on voit deux grands cas, c'est-à-dire les environnements qui vont être des environnements dits historiques, avec des applications qui ne sont pas ce qu'on appelle cloud native, c'est-à-dire qui n'ont pas été conçues pour aller dans le cloud. Et la question va se poser, très bien, mon application est scalée, est-ce qu'on souhaite la maintenir dans cet environnement, donc la maintenir par exemple en interne, dans mon système d'information, donc dans mon cloud privé? Est-ce que j'ai le souhait de faire évoluer cette application dans un nouvel environnement? Je maintiens mon application, mais je la fais évoluer dans sa bulle technologique, ou également, je fais évoluer mon application et je l'envisage comme étant par la suite une application public, dans un cloud public. Et à l'opposé, on va avoir les applications qui sont dites cloud native, donc qui sont conçues et pensées pour être dans un environnement de cloud public. Et là, quels vont être les éléments différenciants? Est-ce que l'on va faire une approche plutôt de modification de cette application? Est-ce que les équipes métiers vont nous dire « oui, cette application, elle est cloud public, mais pour des raisons de confidentialité et de maîtrise, on souhaite la réinternaliser et la remettre dans un cloud privé ?» Ou au contraire, est-ce qu'on souhaite poursuivre notre innovation et la mettre en mode, ce que l'on appelle, alors c'est un terme que j'aime pas trop, mais as a service, c'est-à-dire à la demande, et à ce moment-là, avoir une notion de mise à l'échelle possible. Et là, c'est vraiment là où on va piloter la stratégie, le choix du cloud. C'est quel est l'usage, quel est le type d'application, est-ce que c'est une application qui est nativement cloud? Ce n'est pas le cas. Comment voit-on l'évolution de cette application? Et on va vraiment avoir cette discussion qui va être importante avec les équipes métiers. Si on a quelques minutes, je vais vous prendre un cas que l'on a eu très rapidement, que l'on a eu à traiter ce dernier mois. Un acteur sur le monde du transport qui a vu ses opérations exploser avec la période de confinement sanitaire. Beaucoup de livraisons, mise à l'échelle de leurs applications qui gèrent cette notion de livraison. On pourrait se dire facilement, cette personne, cette société est une très bonne candidate pour aller sur le cloud public, donc, ou sur X cloud public, donc une solution multi-cloud. Puis en discutant avec les équipes de la DSI et les équipes métiers, il s'est avéré qu'il y avait des applications qui étaient historiques, comme dans toute structure. Et c'est avéré que ces applications historiques interagissaient avec des environnements physiques qui étaient présents dans des data centers que le client exploitait, et qui avaient aussi des très fortes contraintes de sécurité. Donc là, on ne peut pas aller simplement sur un cloud public. On est sur un cloud privé. Mais les équipes de développement nous ont dit, oui, mais nous, on souhaite vraiment industrialiser les choses, pouvoir avoir des montes à l'échelle. Comment fait-on pour rejoindre ces deux mondes? Et là, c'est là où le cloud hybride prend tout son sens, dans le sens où avant, on était sur des environnements dits en silo. On avait une technologie, un acteur, une technologie, un acteur, une technologie, un acteur. Le cloud hybride va avoir tendance à gommer tous ces silos et de permettre de déplacer facilement son application à la demande, que ce soit à un moment donné pour une mise à l'échelle sur un cloud public, pour adresser des clients qui vont être par exemple sur Internet, ou un retour en interne pour des questions financières, des contraintes techniques, des contraintes de souveraineté ou des contraintes de sécurité. Donc c'est vraiment là où on va avoir une phase de pilotage qui est importante et d'identification en amont. Cyril, je reviens à vous. On a parlé à l'instant de cloud, de multi-cloud. Quelle est votre stratégie en matière de multi-cloud? Est-ce que vous avez déjà initié une stratégie de multi-cloud ou est-ce que vous y pensez? Est-ce que cela rentre dans vos plans ou dans vos prévisions, dans votre stratégie IT d'une manière générale? Oui, alors c'est une culture, hein, comme vous l'aviez dit. Nous, on a des raisons de tout héberger nous-mêmes en interne et d'avoir la maîtrise. Pour l'instant, le cloud, je vois ça comme une possibilité de déplacer un curseur dans le temps dépensé, les efforts dépensés. C'est-à-dire qu'en déléguant certaines applications, en les consommant comme des services, on s'enlève toute une gestion de choses qui peut facilement nous faire gagner du temps pour nous concentrer sur les tâches les plus utiles. Quelque chose que je n'envisage pas de mettre dans le cloud ou de consommer en tant que service, par exemple, c'est notre ERP qui impacte la direction de tous les services, de toutes les sociétés du groupe et qu'on héberge en interne. On a la maîtrise, on le personnalise nous-mêmes, on le maintient. Ça, pour l'instant, je ne me vois pas le déléguer. Je parlais de l'application des RH. Ça, oui, on n'a pas une grosse valeur ajoutée à s'en occuper nous-mêmes, donc on le délègue volontiers. Après, pour le multi-cloud, ce qu'on a en interne, c'est notre propre cloud.
qu'on a mis en place avec Soluceo. Maintenant, pour déléguer à l'extérieur, je vois bien qu'on est à contre-courant. Tous les éditeurs poussent d'une manière ou d'une autre à aller vers des solutions as a service, hébergées. On le voit, soit c'est des pressions financières avec des contrats plus intéressants sur l'offre hébergée, soit des fonctionnalités qu'on a dans l'offre hébergée qu'on n'a plus quand on héberge nous-mêmes. Donc, moi, la stratégie, je la vois comme ça à mon niveau, c'est-à-dire que je suis pas leader ou proactif dans cette voie, mais il faut bien intégrer cette réflexion dès maintenant. En 2020, on a remplacé nos serveurs de messagerie. Je pense que c'est la dernière fois qu'on les hébergera nous-mêmes. Donc là, ils sont en interne, on a un cluster qu'on héberge nous-mêmes, des serveurs de messagerie. Je vois bien Azure, effectivement, c'est sans doute la dernière fois qu'on fait ça. Donc, on se forme en interne aussi pour avoir une meilleure connaissance et visibilité sur ces technologies, sur ce que ça peut nous apporter. Et parce qu'il ne s'agit pas que d'y aller parce qu'on nous y pousse, mais il s'agit de l'adopter nous-mêmes, y voir notre intérêt pour y aller volontiers. Elle est intéressante, cette notion que Cyril vient d'aborder, cette notion de curseur vis-à-vis du multi-cloud. Et là, ce qu'il précise bien, ce que Cyril a bien précisé, c'est qu'ils vont bouger le curseur vers le cloud public ou privé, suivant les besoins qui sont les leurs, besoins qui peuvent évoluer au fur et à mesure des années, si je résume. Est-ce que finalement, c'est cette utilisation du cloud, du multi-cloud, qui peut permettre justement de rapprocher les points de vue entre les métiers et la DSI, ce que décrivait très bien Cyril, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on se voit bien faire. Par contre, l'hébergement de serveurs, c'est plus pour nous, par exemple. Donc ça, il y a des outils pour le faire. Est-ce que finalement, c'est ça le multi-cloud, cette notion de curseur qu'on peut déplacer au besoin? L'exemple de Groupe de Go est vraiment un très bon exemple, dans le sens où l'existant était présent et vieillissant. Ils ont fait le choix de le renouveler, mais de partir sur des briques. On ne va pas citer les solutions, mais on peut en parler d'un éditeur connu qui est VMware. Ils ont fait des choix technologiques à ce niveau-là, en gardant les choses en interne, en gardant la maîtrise, mais en préparant aussi l'avenir, justement pour positionner le curseur au bon moment en fonction aussi des métiers. C'est-à-dire qu'actuellement, Groupe de Go a la maîtrise de son environnement, a préparé les bases et peut se projeter dans le cloud public en fonction aussi des attentes des équipes métiers. Alors, on l'a compris, il n'y a pas de notion d'équipe de développement, mais en fonction aussi, on parle d'équipe métier, mais le métier représente aussi les équipes de direction, les usages internes, et de se dire, OK, très bien, on en est là actuellement, on souhaite déplacer le curseur. L'exemple qui était cité était un très bon exemple, la messagerie. On ne se sent plus de l'exploiter en interne, il n'y a plus de raison d'être de la maintenir en interne pour des raisons de coût, de coût de fonctionnement, de connaissances, de compétences et aussi de sécurité. Très bien. Avec l'existant actuel, on est sur un environnement cloud privé qui est pensé cloud hybride. On déplace le curseur très facilement et on déplace ce qu'on appelle un workload, c'est-à-dire cette charge de travail dans l'environnement qui peut être un acteur du cloud public et quel qu'il soit. Et l'intérêt aussi, et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'adhérence de tous ces environnements. Le choix qui a été fait par Groupe de Go, c'est de partir sur une solution, donc on l'évoquait VMware, qui minimise cette adhérence justement entre les différents acteurs. Et ce qui permet vraiment d'adresser à la fois du multi-cloud et du cloud hybride. Très rapidement, le Groupe de Go a fait le choix d'une solution VMware qui est à 90% présente dans la plupart des structures dans le monde. Ça a un avantage, c'est que ça normalise les choses. Qui dit normalisation dit maîtrise. Maîtrise par M. Abraham, très bien, pas de problème au quotidien. Choix d'aller sur un acteur de cloud public, on l'évoquait tout à l'heure, complexité. Si on parle AWS, c'est un certain langage, c'est des coûts, c'est des technologies. Si je parle Azure, c'est un autre langage, c'est d'autres coûts, c'est d'autres technologies. Si je parle Google, c'est encore d'autres langages, exactement, d'autres technos. Qu'il faut s'approprier, donc il y a une difficulté, ce qui est compréhensible. Il y a un côté aussi nébuleux sur l'aspect facturation, coût que cela représente. Sur l'aspect migration, est-ce que ça va avoir un impact sur mes utilisateurs? Est-ce que finalement cette migration vers le cloud public est nécessaire? En faisant un choix qui va limiter cette adhérence, on déplace simplement sa charge de travail sur tel ou tel acteur. Et le jour où, quelque part, on n'est pas satisfait de cet acteur ou pour une raison X ou Y, que ce soit une contrainte budgétaire, sécurité, souveraineté et autres, on souhaite changer d'acteur, on peut se déplacer vers un autre acteur du cloud public ou tout simplement réinternaliser aussi, soit sur un acteur, ce qu'on appelle un cloud provider, donc un fournisseur de cloud privé, on en a de nombreux en France,
soit sur ses propres environnements en gardant cette même logique de fonctionnement. Donc c'est là vraiment où le curseur va pouvoir être positionné en fonction à la fois des besoins et de son niveau de maturité, ce que disait très bien monsieur Abraham de Groupe de Go. C'est effectivement, actuellement, on est là, on souhaite aller là, on envisage l'avenir sereinement, mais on y va aussi à notre rythme. J'aimerais qu'on redise un mot sur la partie des besoins applicatifs. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Oui. c'est plutôt au cloud de s'adapter aux besoins applicatifs d'entreprise Tout à fait. que l'inverse. Est-ce qu'on peut peut-être redire comment les entreprises elles doivent baser leur réflexion sur déjà leur patrimoine applicatif existant, savoir comment elles peuvent l'adapter, comment est-ce que le bon cloud va s'y adapter, comment est-ce qu'elles doivent construire leur réflexion pour justement parvenir à avoir un cloud qui soit efficacement adapté et j'ai presque envie de dire imbriqué à leur patrimoine applicatif. Alors c'était un vaste sujet. Je pourrais vous tenir toute la journée sur ce sujet. Il nous reste assez peu de temps, mais on va essayer de faire concis. D'être concis. Non, vraiment, l'idée, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de partir du besoin applicatif, de l'application. Quelle est cette application? Est-ce que c'est une application, un ERP par exemple? Est-ce qu'il a nécessité d'être sur un acteur de cloud public? Oui, non, pour des raisons de contraintes technologique aussi, il ne faut pas oublier ça, la notion de compatibilité, parce qu'à un moment donné, on parle beaucoup de concepts, mais une réalité technique aussi derrière, pour des raisons financières, ou pour des raisons aussi de connaissances. Et puis, aussi également, est-ce que je souhaite standardiser mon environnement? Est-ce que je souhaite avoir une approche aussi de consolidation? Je m'explique. Qui dit acteur de cloud public dit environnement d'administration, d'exploitation. Qui dit acteur de cloud privé dit outils dédiés, etc. L'idée, dans notre approche, en tout cas pour Soluceo, et ce qui fonctionne bien sur nos clients, c'est de dire, voilà, nous on va avoir une approche qui va consister à gérer justement la consistance applicative et la sécurité qui est autour de tout ça. Avec une approche qui est très simple, où on va avoir une architecture qui est standardisée pour le maintien, avoir une approche, ce que l'on appelle, alors je n'aime pas ce terme-là, mais c'est une approche full stack, c'est-à-dire d'avoir toutes les briques au même endroit quelque part, alors quand je dis au même endroit d'un point de vue conceptuel, simple d'exploitation, et avec une notion de sécurité qui est embarquée. Parce que si on se souvient tout à l'heure des points qui pouvaient réunir la partie DSI et les métiers, c'est aussi la sécurité. Donc on pense sécurité et on conçoit les choses en termes de sécurité. Et après, on va mettre en place une fondation propre à tout ça. Si on cite une technologie, on peut parler par exemple de VMware Cloud Foundation, qui est vraiment une fondation qui est connue et reconnue sur le marché pour apporter ce genre d'usage, avec une notion de management, une notion de ce que l'on appelle de workload, c'est-à-dire de charge de travail, une notion de stockage et de réseau. Ça, on reste sur des concepts très haut niveau. Une fois que l'on a mis ça en place, et ce que vous disiez tout à l'heure, on va supprimer toute adhérence entre ces différents acteurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je souhaite me projeter, jeter des ponts vers un environnement public, je peux le faire. Si à un moment donné, mon application a besoin d'une charge beaucoup plus importante et j'ai besoin de bénéficier de l'élasticité, par exemple, du cloud public, très bien, je vais pouvoir déplacer ça facilement dans l'environnement de cloud public. À l'inverse, mon application peut-être est dans une phase de migration, d'obsolescence. Je n'ai plus nécessité de l'avoir dans le cloud public, je la réinternalise, mais tout ça à travers un environnement unique. Et c'est vraiment cette brique et cette approche que l'on va apporter, d'avoir une solution stable, unifiée et sécurisée, et en partant du besoin de l'application. D'accord. On a beaucoup parlé de multi-cloud, on a parlé de cloud hybride, on a parlé d'applications, on a parlé d'adhérence. On a effectivement abordé au cours de cette discussion beaucoup de sujets. Pour terminer, j'aimerais qu'on parle un peu de Soluceo quand même. Vous présentez cette entreprise, accessoirement. Comment est-ce qu'aujourd'hui votre entreprise, votre organisation aide les entreprises à jeter des ponts entre tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire on a parlé de cloud public, il y a également la bordure du réseau, l'edge, il y a des entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses à déployer de l'intelligence ou même des petits data centers en bordure de réseau, il y a les data centers classiques. Comment est-ce que vous aidez les entreprises dans un environnement qui est de plus en plus complexe, vous l'avez encore souligné tout au cours de cette discussion, dans un environnement avec du cloud hybride, avec du cloud privé, avec vraiment un environnement d'une complexité grandissante. Comment est-ce que Soluceo justement aide les entreprises à mieux s'adapter, à faire en sorte de garder le nord, j'ai presque envie de dire, dans un environnement aussi complexe. Justement, notre rôle et notre souhait, en tout cas chez Soluceo, c'est de simplifier le discours technique. C'est-à-dire de vraiment partir toujours des usages,
des besoins, des applications. Alors quand on dit application, on s'imagine l'application en tant que telle. L'application, en fait, c'est un usage. On parlait tout à l'heure d'un ERP, on parlait d'un acteur qui travaille dans le monde du transport. Son besoin, son usage va être de géolocaliser son colis, de savoir si son colis a bien été délivré, s'il y a un retard, de gérer éventuellement des réclamations. Tout ça avec une application qui est portée même pour vous au quotidien, qui vous permet de suivre où est ce colis. Tout ça d'une simplicité en termes d'usage. Derrière, il y a une réalité technique. Donc nous, on va traduire ce besoin métier en réalité technique. Et cette réalité technique va être à géométrie variable. On l'évoquait rapidement tout à l'heure sur l'acteur que je viens de vous citer, sur un exemple d'opérateur de colis. On va avoir une solution qui va être très simple à appréhender sur un cloud public. Donc là, ça va être de mettre en place et à disposition de nos équipes techniques qui sont certifiées sur ce type de solution, qui ont une expertise, qui ont une très bonne connaissance de tous les acteurs de cloud public, donc qui peuvent vraiment descendre un très bas niveau au niveau de l'architecture, parce que là, après, on va parler architecture. On va rentrer dans des notions de design, on va rentrer dans des notions de sécurité, et tout ça pour apporter au final une expérience simplifiée au client. C'est-à-dire qu'on va unifier tout ça, on va masquer tout ça à travers une solution qui va être pilotée au-dessus pour adresser le besoin, mais de façon complètement transparente. C'est-à-dire qu'on va simplifier au quotidien l'exploitation. Pourquoi je vous dis ça ? Ce que l'on a pu constater dans nos différentes phases d'accompagnement, c'est que les équipes IT se consolident. Alors quand on dit consolider, c'est que les équipes IT se recentrent réellement sur leur vrai métier et n'ont plus de temps à passer sur l'exploitation, la mise en place de serveurs, physiquement, de brancher des serveurs. Voilà, tout ça, c'est externalisé, tout ça, ils n'ont plus besoin de l'avoir en interne. Ils n'ont plus besoin de l'avoir en interne, voire ils n'ont plus la compétence, voire les directions métiers aussi, ou les directions IT n'ont plus le souhait que leurs équipes travaillent là-dessus. Donc là-dessus, il faut apporter des choses qui soient simples et facilement compréhensibles. Et en même temps, il y a une réalité technique où on doit pouvoir adresser facilement un client qui souhaite, par exemple, qui nous dit « Très bien, j'ai bien compris cette notion de cloud public, mais moi, je souhaite automatiser les choses, mettre en place de l'automatisation, puisque je vais aller sur des environnements, alors là, on va dépasser un peu ces notions, mais des environnements IoT, par exemple, je souhaite collecter dans une ville, mettre des capteurs de gaz, remonter toutes ces informations, les collecter, automatiser le traitement de ces éléments. Comment vous faites pour nous accompagner? Est-ce que je dois aller sur un acteur de cloud public, un acteur de cloud privé, ou plutôt un acteur de cloud hybride? Et c'est là où nous allons pouvoir l'accompagner au mieux. Alors là, je vous dis ça en quelques minutes comme ça. Dans la réalité, ça prend un peu plus de temps. Un tout petit peu plus long. Un tout petit peu plus long. Ah, j'imagine. Mais l'idée est là. Merci beaucoup, Damien, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes responsable projet innovant chez Soluceo. Et je remercie également Cyril Abraham, responsable informatique du groupe Dego. Merci beaucoup, Cyril, d'avoir été avec nous ce matin. Nous arrivons à la fin de cette très riche discussion autour du cloud hybride. J'espère que vous en avez appris beaucoup et que surtout, cela vous aidera à y voir plus clair dans vos propres projets. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain entretien technologique. Au revoir.